sportifs à toutes et à tous. Nous sommes tout heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Club Sport Santé. Trois thématiques nous intéressent aujourd'hui. Nous parlons bien sûr de la balle au panier avec le mini-camp organisé par la FNB Togo, réservé bien sûr aux catégories filles et garçons U16 et U18. Que s'est-il passé justement durant cette activité au municipal de Lomé? On en parle bien sûr dans cette première partie de l'émission. Nous parlons également bien sûr de la nomination du nouveau sélectionneur des éperviers du Togo, Patrice Neveu. Bien sûr, annonce faite par la Fédération togolaise de football. Et puis nous terminons ce magazine avec la D1 Lonato, la 14e journée qui coïncide avec la phase retour, le début, les enjeux bien sûr de cette 14e journée ce week-end. On en parle dans quelques instants. Voilà pour le menu de Club Sport Santé de ce jour. Merci encore une fois de nous prêter attention. Tout de suite, la première fenêtre, l'actu nationale. Nous parlons bien sûr de l'actualité au plan domestique avec d'abord cette activité de la Fédération nationale de basketball Togo. Le temps d'abord de saluer nos invités sur ce plateau. Charles Ernesto de l'équipe sportive est toujours à nos côtés. Bonjour Charles et merci encore une fois de répondre à notre invitation. Bonjour Angelo, le plaisir est partagé. Vous portez bien, j'espère. Je vais bien. Et à la rédaction, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien également du côté de monsieur Ama Tipam, qui est responsable des compétitions à la FNB Togo. Bonjour coach, merci d'être là. Bonjour Angelo, bonjour. Comment portez-vous? Très bien. Tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé. Alors, nous commençons ce magazine pour parler d'abord de cette activité mise en place par la FNB Togo. Pratiquement, on pourra dire que c'est un rendez-vous renouvelé parce que ça s'est fait une ou deux fois ou bien c'est nouveau, ce que vous avez mis dans le paquet la dernière fois pour les enfants en catégorie U16 et U18. Oui, c'est une petite rénovation, c'est nouveau. On a l'habitude de faire des camps qui durent 3 jours, une semaine. Mais cette fois-ci, la fédération a voulu associer au basket des idéaux qui tournent autour des métiers qui sont très proches des jeunes. Et ça s'est passé sur 2 jours, comme c'est un mini-camp. Les catégories qui ont participé à ce camp sont le premier jour, le jeudi, et les 14, 15, 16 ans, et plutôt le mercredi, et le jeudi, les 17, 18 et 19 ans, filles comme garçons. Alors, quand on prend justement un tel camp, comment tout ça s'est préparé en amont pour avoir le rendu les 2 derniers jours que vous avez tout à l'heure énumérés? Oui, nous avons eu à contacter les clubs, c'est-à-dire on a fait la préparation au niveau de la polytechnique, oui, et à contacter les clubs qui sont déjà affiliés à la Fédé. Comme c'est, la plupart de ces clubs ont des centres. Exactement, et qui forment les jeunes. Et puisque la Fédé aussi, son idéologie, c'est d'abord le basket à la base. Oui. C'est ces clubs qui ont fourni les jeunes qui ont participé au camp. Sur ce camp aujourd'hui, c'est quoi l'objectif principal? Ou bien il y a plusieurs objectifs autour justement d'une telle activité? Oui, comme je l'avais dit auparavant, nous avons l'habitude de faire du basket. Oui. Mais cette fois-ci, la Fédé a jugé bon d'associer 2 métiers. Oui. Et pour ces jeunes-là, c'est-à-dire pour que les jeunes puissent tâter ce terrain-là aussi, tel que l'apprentissage de la photographie, de comment faire la photographie, comment faire des vidéos. Okay. Sur les terrains et tout autour. Concernant les matchs de basket? Concernant les matchs de basket. D'accord. Et ensuite, on leur a appris à faire le tissage de filets. Oui. Puisque, vous voyez, nos panneaux sont souvent ornés de filets dans lesquels le ballon tombe. Donc, on leur a appris comment faire des filets pour qu'ils aussi ils aient une idée de comment ça se passe. Charles, vous avez été témoin justement de cette activité au municipal de Lomé, terrain de basketball. Comment vous avez jugé l'engouement, la présence des jeunes, leur volonté de justement participer à un tel camp? Non, mais vous savez, généralement, avec les jeunes, quand on parle numérique, il y a toujours de l'engouement. Déjà, hier,
pour l'apothéose avec les catégories U17, U18 et U19. On a vu des jeunes garçons et des jeunes filles qui étaient vraiment très motivés. Puisque le mini-camp était réparti en ateliers. Oui. Donc le groupe était divisé en 3. Théorie et pratique. Théorie et pratique. Donc quand certains étaient au basket, d'autres étaient en atelier de tissage, d'autres en atelier de prise de vidéo et de montage vidéo. La prise et le montage photo et vidéo. Les deux. Les deux à la fois. Donc vous allez voir que tout le monde était vraiment occupé premièrement, et puis tout le monde était chaud aussi à vite passer d'un atelier à un autre, parce que on veut toucher du doigt ce qui est en train d'être fait. Je pense que c'est une très belle initiative de la Fédération nationale de basketball du Togo, parce que quoi qu'on dise, hein, c'est une seule journée ou bien une demi-journée, mais je pense que ça a beaucoup occupé les jeunes. Et pour certains qui sont déjà, surtout côté numérique, certains qui sont déjà, qui touchent du doigt déjà, ils étaient très intéressés d'apprendre encore plus, surtout le montage vidéo, puisque pour le formateur Yacine Bonfo, il dit que il a compris que beaucoup de jeunes étaient déjà dans le maniement du portable pour les prises de photos. Et maintenant, il faut juste les faire passer à un autre palier. Ce qui a été fait hier, il dit que l'objectif pour lui, c'est que désormais, qu'au niveau de tous les clubs, qu'il y ait de très bons contenus pour les séances d'entraînement, pour les matchs de club, pour qu'il y ait de la visibilité aussi pour le basket togolais à l'étranger. Maintenant, au niveau du tissage, je pense que ça va constituer également une source d'activité génératrice de revenus pour ces jeunes, surtout ceux qui ont beaucoup aimé la chose, qui ont réussi en un temps record à faire ces filets-là sur différents cerceaux. Je pense que c'était une très belle initiative. Maintenant, au niveau du basket, je pense qu'il y a eu des corrections qui ont été apportées aux jeunes, surtout ceux qui ont cette envie de garder beaucoup le ballon. Il y a eu des corrections qui ont été faites à ce niveau, le placement, le déplacement sous le cerceau. Donc, beaucoup de choses ont été corrigées à ces jeunes. Donc, dans l'ensemble, je pense que c'était une très belle initiative et l'engouement avec les jeunes, ils étaient près de 90 à être répartis en 3 ateliers. Je pense que c'est énorme. Et surtout que la veille, il paraît qu'il y avait eu le même effectif également. Donc, c'est une très belle initiative à encourager. C'est une initiative qui donne du travail au coach. Hein. C'est vrai qu'on peut avoir des diplômes, mais il faut arriver à mettre tout ça en pratique pour partager l'expérience. Effectivement. Bon, nous avons... C'est vrai que le membre de la Polytechnique était là, mais nous avons des coachs qui sont là, qui ont encadré les enfants. Et sur ce, ils ont fait du bon travail. Et comme dit votre collègue, ils sont là à encadrer les jeunes, ils sont là à les diriger, à leur donner les tips qu'il faut. Surtout sur le terrain de basket, l'objectif que nous voulons atteindre là-bas. C'est-à-dire, ce n'est pas de venir forcément jouer et gagner, mais c'est d'en sortir avec quelque chose. Et surtout, on a mis l'accent sur le collectif, les déplacements, lâcher le ballon le plus tôt possible, ne pas garder trop le ballon, faire des écrans, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au début, ça a été un peu pour les enfants, mais au fur et à mesure que ça continue, ils sont carrément mis dedans et ils ont apprécié. Vous avez constaté que les coachs étaient enthousiastes à transmettre aux enfants? Oh, bien sûr, puisque au départ, on a fait un petit briefing entre nous et on leur a donné ce qu'il faut, comment... Bon, c'est des gens qui sont déjà habitués à travailler avec les enfants, à transmettre leur savoir, donc quand ils étaient là, il n'y avait pas eu de problème. Concernant la mobilisation, vous avez parlé tout à l'heure de beaucoup de jeunes qui sont arrivés issus de beaucoup de clubs du Grand Lomé. Les filles, la catégorie des filles, le nombre était beaucoup plus conséquent que chez les garçons ou c'est acceptable, c'est à encourager? Oui, bon, c'est acceptable, Bon, il y a eu un petit problème au niveau de... Vous savez qu'il y a certains enfants qui sont dans des écoles qui ne sont pas encore en congé. Oui, tout à fait. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas pu mobiliser autant que tel. Sinon, l'objectif était d'avoir 100 jeunes. Voilà.
Mais quand même, c'était pléthorique, c'était bon. Si c'est que on était peut-être dans les grandes vacances où il y avait tout le monde, peut-être qu'on aura plus d'effectifs que ça, et les filles seront plus nombreuses. Aujourd'hui, vous voyez, dans les centres, on a beaucoup de jeunes filles qui s'intéressent maintenant au basket. Ah oui, donc, ça c'est intéressant. Surtout avec les événements, le championnat scolaire qui a commencé. Oui. Et il y a aussi l'à côté de Miledou qui fait aussi des championnats, qui a associé les élèves. Exactement. Ce qui fait que de temps en temps, maintenant, il y a l'engouement. Et l'effectif commence par augmenter. On rappelle que oui, le basketball est intégré au championnat scolaire, je pense, il y a 2 ans. 2 ans. Voilà. Et ça aussi, c'est justement une bonne fenêtre pour justement la visibilité de cette discipline qu'est le basketball dans notre pays. On va parler d'un autre aspect justement de ce genre de camp. Oui. Ça s'est déroulé à Lomé. Oui. Alors, le basket n'est pas qu'à Lomé. Qu'en est-il justement du projet à l'intérieur du pays? Vous connaissez bien le nouvel dynamisme de la Fédé. Oui. Et au fait, quand ça commence à Lomé, ça finit toujours à l'intérieur. Donc, ne vous en faites pas, je suis sûr que c'est le créneau. C'est le créneau. Ici, on a saisi le congé de détente pour en faire. Donc, quand le créneau se présentera encore, l'intérieur aussi aura pour lui. La question de l'équilibre s'impose. Il n'y a pas que des jeunes basketteurs à Lomé, il y en a également à l'intérieur du pays, que ce soit dans les plateaux, dans la Cara et même dans les savanes. C'est aussi là le défi pour la fédération, malgré les moyens qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Oui, je pense que les moyens financiers sont plutôt un handicap pour les associations sportives nationales. Oui, c'est le problème un peu partout pour toutes les fédérations. C'est qu'on manque cruellement de moyens, sinon les idées sont là, planifiées. Mais malheureusement, il faut attendre que quelque chose rentre au cours de la saison pour qu'on puisse mettre en œuvre. Maintenant, je pense que ce qui est important au-delà, c'est vrai, c'est un mini-camp. Mais quand vous voyez un peu, vous allez constater que avant ce mini-camp, il y a eu deux tournois 3x3 qui ont été organisés à l'intérieur du pays. Je pense que certains clubs en tout cas. Voilà, je pense que c'est en fonction également des moyens pour pallier à ce manque à l'intérieur du pays, qu'on organise plutôt des tournois. Comme le chargé des compétitions des jeunes l'a dit tout à l'heure, je pense que lorsque le créneau va se présenter, ceux de l'intérieur du pays vont également jouir de ce mini-camp. Moi, j'ai fait un constat, c'est comme si on allait dire que hier, les clubs se sont entendus pour envoyer juste que des joueurs de grande taille. Ah oui, c'est ce que vous avez constaté? Oui, ça c'est un constat personnel, parce qu'au niveau de tous les clubs, surtout chez les garçons, c'était uniquement des garçons de grande taille que j'ai vus. Je me dis, ça c'est rare pour être souligné. Ah oui, je me dis que finalement le Togo aussi a déjà commencé la politique de grande taille. Et puis maintenant, s'il y a les moyens et qu'on engage ces jeunes-là dans les compétitions sous-régionales et internationales, je pense que dans 10 ans, on peut encore entendre parler du Togo, comme dans les années 70-80. Ah oui, où le Togo, en tout cas, s'est fait remarquer dans le basketball senior dames et hommes. Et depuis, c'est une traversée du désert. Mais attention, on rappelle que c'est la base qui est désormais à la cheville ouvrière au niveau de la FNB Togo. On veut mettre tous les moyens possibles pour voir le Togo participer à des différentes compétitions réservées aux jeunes. Et justement, ça nous pousse à parler des compétitions des jeunes. L'année dernière, le Togo devrait être au Libéria pour participer à un championnat des moins de 16 ans. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Dites-nous, oui, on n'est pas dans le secret des dieux. Comment faire pour vraiment retrouver la présence du Togo dans les compétitions des jeunes et remonter petit à petit la tête? Oui, pour la compétition des jeunes, c'est les moyens. Toujours les moyens. C'est les moyens. Parce que encadrer des jeunes dès le départ, il faut une suivi. Si nous prenons par exemple la catégorie des moins de 15 ans ou les minimes les 14 ans, il faut une suivi d'au moins 3 ans pour avoir des jeunes compétitifs. Au moins 3 ans. Au moins 3 ans, puisque les 14 ans vont monter, ils vont aller à 15 ans, ils vont aller à 16 ans. Donc il faut les prendre déjà à 12-13 ans. À 12-13 ans, il faut les rassembler, les suivre. Oh, tout ça nécessite des moyens. Absolument.
les moyens. Il faut que les enfants soient suivis, il faut que il y ait tout autour. Absolument. Tout autour, il faut les suivre. Oui. Et si vous arrivez à avoir un minimum de jeunes que vous suivez, il faut qu'ils jouent des compétitions. Absolument. Être sur le toujours plan ensemble. national et sur le plan international. C'est ce qui fera que l'année qui va suivre, ils vont augmenter en volume et ainsi de suite, qu'après la formation, il faut qu'ils remontent encore. Exactement. Donc d'ici 3 ans, vous aurez des jeunes qui ont déjà l'esprit ouvert, des compétitions, qui sont déjà habitués à faire des compétitions. Et ces jeunes-là, à 17 ans, ils seront déjà bons. Ce qui veut dire qu'on a déjà un noyau de jeunes qui ont déjà l'esprit compétitif, qui peuvent représenter valablement le pays dans les mois de 8-18, par exemple. Pourquoi pas. Voilà. Donc, quand ce niveau-là arrive, il faut encore redescendre vers le bas, reprendre. Ce qui veut dire, dans 3 ans, ceux qui avaient les 18 ans auront 20 ans. C'est en ce moment qu'au bout de 6 ans, au bout de 6 ans, on aura des jeunes qui ont commencé à 13 ou à 12 ans, qui ont 20 ans maintenant, qui sont des jeunes compétitifs, qui peuvent représenter le pays. En ce moment, on verra aussi si on a d'autres qui sont à l'extérieur qu'on peut prendre pour les rattacher, pour qu'on puisse avoir une équipe solide. Donc c'est un travail de longue haleine. Il faut des moyens et l'État doit nous suivre. Les fédérations ont de bonnes idées, ils ont de bons programmes, mais il n'y a pas le suivi. Ce que coach Tipam dit est tellement profond, on veut tellement de belles choses, mais difficile justement de les concrétiser à cause de tout ce qu'il a énuméré tout à l'heure comme souci. Oui, moi je me rappelle, quand on parle de formation de jeunes, il y a de ces clubs-là qu'on peut citer très facilement, qui forment les jeunes, notamment FABA, dont M. Tipam est le premier responsable. Absolument, depuis de nombreuses années. Il y a NGB. Il y a UBC, il y a avec le Robert Ajavon. Il y a Swallow. Et puis après, il y a CBS aussi qui est rentré dans l'étoile filante. Voilà. C'est que au niveau même à l'intérieur du pays. Oui, à l'intérieur du pays, effectivement. Il y a plusieurs centres de formation. Maintenant, comme on sait, c'est l'argent qui fait défaut. Et malheureusement, c'est vrai que l'État fait de son mieux en accompagnant les différentes fédérations, mais c'est insuffisant. Maintenant, au niveau des partenaires et sponsors, c'est là où le bas blesse. Là. Voilà, c'est là où le bas blesse, où il y a un manque cruel d'accompagnement des associations nationales sportives. Exactement. Et donc, je pense que, comme on l'a dit, il faut continuer par le travailler. Peut-être un beau jour. Un beau jour. Oui. Ça fait en 2100. Hein? Non, mais pas en 2100. C'est-à-dire que le travail qui se fait au niveau de certaines fédérations, comme le Minican, comme le Minican organisé par la Fédération nationale de basketball, peut toucher le cœur d'un responsable de société qui va vouloir peut-être miser sur cette fédération, sur l'avenir. Je sais qu'il y a de petites compétitions qui s'organisent par ces clubs dont j'ai cité tout à l'heure, durant les congés, et les grandes vacances, mais ça ne suffit pas. Pas du tout. Mais je puisse dire que ce mini-camp, ou bien ces mini-camps qui sont organisés régulièrement par la Fédération nationale de basketball du Togo, sont un atout, dans la mesure où le jour où on aura les moyens, on aura une vraie équipe, parce que ce sont des jeunes qui, pendant plusieurs années, ont eu à travailler ensemble, qui se connaissent. Et puis bon, maintenant, si beaucoup vont poursuivre peut-être leurs études à l'international, ce sera peut-être l'handicap. Mais s'ils sont toujours sur place, je pense que quand il y aura les moyens, si on ne passe pas l'étape des jeunes, peut-être au niveau des seniors, on peut se rattraper. Pourquoi pas. Et faire de bons moments sur la scène internationale. On va écouter avec, bien sûr, la complicité de la régie, une des participantes, Atchon, Lucie Merveille, qui justement a participé à ce camp. On va l'écouter juste derrière, on en parle. Maintenant qu'on nous a appris ça, on pense avec le temps, on va s'appliquer et ça deviendra plus facile et habilement, on peut le faire. Dans nos différents clubs, s'il y a un problème où des filets se détachent, on peut faire ça. On peut essayer d'aider dans nos différents clubs, d'attacher nos filets pour ne pas aller chercher d'autres personnes ailleurs pour le faire pour nous. Moi, c'est M. Agboku Youssouf, joueur à CBS.
J'ai 16 ans, bientôt 17. Je joue en tant que pivot. En vrai, je pensais juste qu'on allait venir, ils allaient nous entraîner et tout. Mais j'ai vu qu'il y a un peu de changement. Ils vont nous faire des vidéos et puis faire l'atelier de tissage. Et ça m'a vraiment étonné. Je me sens bien. Je suis passé par l'atelier de vidéo. J'ai vu qu'ils apprenaient de bonnes choses, quoi. Donc si on continue dans ce cadre, ça serait assez bien. Côté les vidéos, nous savons que pour réussir maintenant, c'est pas forcément via les connaissances, il y a aussi via les réseaux et tout. Ces vidéos peuvent nous permettre aussi d'avoir plus de visibilité. Ça peut aussi nous aider à chercher un travail. Vous voyez maintenant, il y a les metteurs en scène, les gens qui font des vidéos pour les mariages, quoi, les montages et tout. Ça peut nous aider aussi. Je compte passer par l'atelier de tissage, mais bon, je vais passer d'abord sur le terrain. Alors, on vous a vu tout à l'heure secouer, en fait, voilà, à apprécier l'analyse ou bien sûr l'interview de jeune Agbokou, Youssouf, pour dire simplement qu'à l'arrivée, vous êtes satisfait de ce Oui, militant. bien sûr, en écoutant les jeunes parler, parce que la dernière fois, après à la fin, on fait un petit briefing, Voilà. on leur demande ce qu'ils ont tiré du camp, à les écouter, ils sont très contents et surtout le côté dont ils parlent là, ils sont très contents. Ils ont appris comment tenir les appareils, des trucs qui ont bon, enfin, ils ont apprécié, c'est ce que je vois. Et c'est bientôt pour le championnat, on aura une idée, ça travaille dans les coulisses. Effectivement, ça travaille dans les coulisses. Et pour bientôt. Pour bientôt. Votre mot de conclusion, monsieur Tipam? Et bon, moi, je vous remercie les journalistes, monsieur Angelo, pour l'invitation et pour le travail que vous faites. Parce que sans vous, je ne suis pas sûr que nous puissions... C'est vrai qu'il n'y a pas ce qu'il faut, mais quand même, on essaie d'aller de l'avant. Et vous êtes toujours là pour nous accompagner. Et je vous remercie aussi pour le travail que vous faites en assistant la Fédé et tout ce que vous faites par rapport aux jeunes, à ces jeunes-là qui sont là. Ce n'est pas seulement en dehors du terrain que vous travaillez, vous travaillez aussi au-delà de là, parce que on est presque une famille, Tout à fait. Et ces jeunes-là, c'est vos frères. Donc, je vous remercie et je me dis que Dieu nous garde pour que nous soyons toujours ensemble et aller de l'avant, en attendant que le grand moyen vienne pour qu'on puisse... C'est tout notre souhait. En tout cas, beaucoup de courage à vous, coach Amatipam, pour la suite. Et surtout, on passe par vous pour saluer la patronne de la FNB Togo, Madame Gina Dekambi, et puis tout son bureau exécutif et l'ensemble des encadreurs et des joueurs. Beaucoup de courage et on espère vous revoir très bientôt pour parler encore de la balle au panier dans d'autres émissions. On continue cette émission justement pour parler d'autres thématiques. Le temps de retourner à la régie pour bien sûr le générique. Et puis on revient pour parler bien sûr de la nomination du nouveau sélectionneur des éperviers du Togo. À tout de suite. Nous parlons bien sûr cette fois-ci de la nomination de Patrice Neveu, nouveau sélectionneur des éperviers du Togo. La nouvelle est tombée il y a quelques jours du côté de la FTF. Nous prenons bien sûr le soin de saluer notre invité, le deuxième pour accompagner Charles Ernesto. Il s'agit de David Ouloni. Bonjour David. Bonjour Angelo. Comment portez-vous? Très bien. Très très bien. Alors justement, vous avez également suivi l'actualité. Patrice Neveu, nouveau sélectionneur des éperviers du Togo, l'équipe A du Togo. Première réaction? Bon, ni bien ni mal. Pour le moment, on attend, on va voir ce qui va se passer et voir dans quelles conditions on va l'installer et voir ce qu'il va donner. La dernière fois, vous, votre choix, ce n'était pas forcément lui. Vous vouliez un local, vous avez cité des noms. Mais aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui est derrière justement cette nomination? Vous voyez ce nom-là sur votre liste, là, même si vous n'avez pas coché, vous voyez, vous avez entrevu justement ça? Oui. Je connais parfaitement les dirigeants de ce pays. Okay. Ils vont décider vous les connaissez parfaitement? Ils vont décider de quelque chose à laquelle on ne s'entend pas. Okay. Et franchement, c'est ce qu'ils ont fait. C'est une surprise pour vous? Non, ce n'est pas une surprise. On savait pertinemment qu'ils vont faire quelque chose qui n'est pas de l'entente de la population. Okay. Et aujourd'hui, ils se sont décidés à prendre M. Patrice Neveu. Oui. Lui qui connaît beaucoup l'Afrique, qui a fait aussi des clubs en Afrique. On va le voir, en tout cas au graphique. Allez-y. Aujourd'hui, bon,
satisfaction, je ne pense pas que le Togolais en tant que tel est satisfait de ce choix. Mais on place nos espoirs dans ses mains pour voir s'il va pouvoir réorganiser l'équipe nationale et pourquoi pas atteindre des objectifs inattendus. Si on ne fait pas, on ne l'accompagne pas, il ne peut pas le faire. On doit l'accepter à bras ouverts et puis l'accompagner dans ce qu'il va faire. Pourquoi à la fin, l'objectif de tout le monde, c'est aller à la CAN. Pourquoi pas. Et être visible partout où il y a le football qui roule. On rappelle, messieurs, que pour l'instant, on ne connaît pas le contenu de son cahier de charge. On attend dans les heures, dans les jours à venir dans notre pays pour voir exactement ce qui va être dans justement ses responsabilités. Charles D'Ernesto, d'abord au niveau de votre rédaction, vous voyez ce nom-là? Vous êtes dans le secret des dieux. Non, vous connaissez les rouages et tout. Non, je pense que c'était la surprise du chef. Hein. C'est l'une des rares fois où il y avait eu autant comment dit-on, autant de confidentialité derrière le choix d'un sélectionneur national pour les éperviers du Togo. On a fait semblant de faire du buzz avec 3 noms, Hubert Velud, Jean-Michel Cavalli et puis Olivier Guégan. Exactement. Beaucoup ont cru, surtout au retour de Hubert Velud. Oui. Et puis bon, je pense que hier matin, le communiqué est sorti. Et puis bon, ça a refroidi les ardeurs dans la mesure où personne ne s'attendait à ce nom-là. Et bon, on nous fait comprendre que le choix a été fait de commun accord entre la Fédération togolaise de football et le ministère délégué en charge de la jeunesse et des sports. C'est le plus important. Maintenant, je pense que, comme on le dit, beaucoup espèrent de lui faire revivre les bons moments pour le football togolais. Ben, moi, je dis, est-ce qu'il peut faire l'affaire? D'abord, c'est quelqu'un qui est âgé, 72 ans. Et même si, c'est un problème? Oui, pour moi, c'est un problème. Si on estime que il est là pour la refondation, parce que quand vous voyez un peu son parcours, il est passé par des situations inattendues. La qualification de la Guinée pour les quarts de finale de la CAN, la première participation ou bien la première qualification de la Mauritanie pour le CHAN, la qualification de la Guinée sans certaines stars en 8e de finale de la CAN, et la première qualification d'Haïti pour la Coupe sud-américaine. Donc on est parti sur cette base-là, c'est vécu pour dire ok, qu'il peut sortir également le Togo de sa situation actuelle. Vous avez des doutes? Moi, j'ai des doutes. D'accord. J'ai des doutes. Vous lui accordez le bénéfice du doute. On va garder patience et voir la suite, c'est ça? Oui, sincèrement, les doutes, ça existe et ça persiste parce que Patrice Neveu, il arrive au Togo avec le costume du sélectionneur et pour le moment, il en a fait ailleurs. Mais ce qui se passe actuellement dans les nids des éperviers, je pense que ça dépasse son entendement et puis il n'est pas cette personne idéale. C'est ce que vous pensez? Que nous pensons être à la hauteur de ce. Est-ce que vous ne le jugez pas un peu tôt? Non. On connaît déjà la réalité de la sélection togolaise. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se voit la face. Il va falloir réellement, peut-être, nous le disons juste pour le titiller, pour qu'il puisse réagir vivement et nous surprendre. Et ça ne serait bénéfique aux Togolais. On rappelle que pour l'instant, on ne connaît pas encore l'entièreté de son staff qui va justement l'accompagner pour cette mission à la tête des éperviers du Togo. On se dit... Charles, dernière question sur le sujet. On attend toujours de le voir signer son contrat avec le ministère des Sports et la Fédération togolaise de football. Il y aura rupture? Il va faire avec des joueurs neufs, les cadres vont rester. Qu'est-ce que vous pouvez supputer autour? Non, mais c'est dans son palmarès ou bien son expérience, on dit qu'il aime faire beaucoup avec les joueurs locaux. D'accord. Mais le réel problème, c'est que au-delà de tout ça, c'est que le Togo est un peu particulier dans tout ce que l'homme a eu à faire dans d'autres pays. Le problème du Togo, c'est qu'on manque cruellement de moyens financiers, que ce soit au niveau des clubs, que ce soit au niveau de ce qu'il faut pour la sélection. Aujourd'hui, on a vu en dehors de la Ballot d'Ossé qui a qualifié le Togo pour le CHAN,
On a vu les autres sélectionneurs qui ont été nommés, ils n'ont jamais réussi à qualifier. Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau même du championnat. Il y a déjà 3 sélectionneurs qui sont passés par là. Qui sont passés, effectivement. François Leroy, Paulo Duarte et Nibombe, Dari Nibombe. Mais ça n'a pas marché. Maintenant, on estime qu'avec lui, il y aura du renouveau. J'avais évoqué un sujet la fois dernière. Oui. Je l'ai dit, on est un peu atypique. C'est seul le Togo où vous pouvez voir un homme, un sélectionneur national A, sans connaître le staff des autres sélections. Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire un travail à la chaîne comme cela? C'est un peu ça le problème. Moi, j'aurais souhaité qu'à la nomination du technicien, qu'on dévoile aussitôt également la liste des staffs des équipes de jeunes. Pour moi, ça pose un problème. C'est pourquoi je dis qu'il y a des doutes. Tel que ça commence là, c'est qu'on veut construire encore la maison par le toit, sans faire la fondation. Et bien, tout ce qu'on espère, c'est le résultat, la qualification, puisque c'est ce que tout le monde attend. La qualification du Togo pour la CAN. Mais est-ce qu'en amont, quel travail a été fait? Moi, j'aurais souhaité qu'on commence avec le U17, qu'on se dit, OK, dans 2 ans, on veut voir le Togo à la CAN U17. Dans 2 ans, à la CAN U20. Et on se donne 6 ans pour bâtir des équipes compétitives. Et je pense que la chaîne sera faite et puis bon, on n'aura plus à se plaindre, quoi. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui est prévisible, en tout cas, dans cette organisation. On attend de voir dans les jours à venir, bien sûr, la présentation de Patrice Neveu, le technicien français, et pour l'écouter, voilà, et voir ce qu'il met justement dans sa mission à la tête des éperviers du Togo. Messieurs, on a terminé avec ce volet-là. On va enchaîner avec la D1 nationale de football qui va amorcer sa 14e journée qui coïncide avec la phase retour. Justement, pour cette phase retour, il y a, je peux dire, quelques clubs qui ont fait des recrutements. La SOTR qui a pris Justin Hierret, un certain Aradi Amen qui rejoint Dynamique Togolais. On parle également d'un joueur égyptien marocain, merci beaucoup, qui a rejoint Semassi de Sokodé. La phase retour s'annonce intéressante. Hein? Très très palpitant. Ah, d'accord. On espère bien revoir le football togolais en grand pompe. Aujourd'hui, on a déjà vu beaucoup de personnes beaucoup de joueurs qui ont rejoint beaucoup de clubs. Il y a d'autres qui n'ont pas médiatisé les transferts et on est là, on est en train de voir à peu près ce que ça va donner. Pour le moment, les équipes se sont renforcées, d'autres en cachette, pour ne pas permettre aux adversaires de savoir. Mais qu'est-ce qu'on veut cacher? Non, on se connaît entre nous, on sait ce que un autre joueur dans un autre club, ce que ça peut donner. D'accord. Il veut juste la surprise, surprendre l'adversaire. Comme ce n'est pas médiatisé, et d'ailleurs ce qui est interdit, ce n'est pas bien, nous tendons vers la professionnalisation. Donc il va falloir réellement changer les mentalités. Il faut communiquer. Il faut communiquer, la communication. Comme le dit souvent, l'âme la puissante pour changer le monde. Il faut changer, mais on a toujours caché les choses là. Et j'espère bien que cette saison, on peut permettre ce genre de trucs, mais la saison prochaine, il va falloir réellement que la fédération puisse lever sa main et dire non, communiquer sur tout ce qui va se passer, l'effectif, le staff, les joueurs qui sont arrivés, communiquer sur tout et pour permettre aussi aux journalistes et communicateurs de pouvoir parler librement et vanter les mérites du championnat togolais. Absolument. Charles, justement sur la phase retour, d'abord, avant de parler des affiches, qu'est-ce que vous attendez justement de cette phase retour? Non, mais ce qu'il y a, c'est que quand vous voyez un peu le mouvement qui se font ici et là, ça veut dire qu'au niveau de chaque état-major, les entraîneurs ont reconnu certaines défaillances à des compartiments. Donc, on a voulu renforcer très rapidement. Puisqu'il y a des objectifs qui ont été fixés en début de saison. Ça, c'est déjà intéressant. Maintenant, est-ce que les joueurs qui sont en train d'être enrôlés, est-ce qu'ils pourront faire l'affaire? Parce que là aussi, c'est une question de confiance. Même si vous aviez déjà évolué dans le championnat togolais, les années passent et puis ça évolue. Maintenant, je pense que ce qu'on attend de plus, c'est pour cette seconde phase, du championnat, qui est beaucoup plus de buts, parce qu'on a fait le constat que la moyenne, c'était plus d'un but sur 2 matchs. Oui, c'est ça. C'est vraiment très faible. Très faible, très faible, même si c'est un championnat amateur. Cela prouve que au niveau des techniciens, on a plus fermé le jeu. Donc il faudrait maintenant ouvrir le jeu, assister à
à des rencontres très plaisantes. Exactement. Et puis à ce qu'il y ait plus de buts pour attirer du monde vers le terrain. Important, très important, parce que ça reste le défi quand on parle de visibilité du championnat, ça passe également par l'affluence des supporters dans les stades. On va parler de la J14, Charles, pour rester avec vous. Déjà, il y aura un match en avancée, bien sûr, ce samedi, entre l'Étoile filante et l'équipe de la SOTR. C'est un derby. Oui, on rappelle également que d'autres matchs ont lieu déjà dimanche. ASK Dito, Gomido Asco. L'AC Barracuda accueille la formation de l'AS Tambo. Dieu l'a attendu entre l'Entente 2 et l'AS Bina. AS Bolesou joue contre Unisport de ce côté. Et puis l'équipe de Semassi, suspendue bien sûr après cet incident-là que l'on connaît dans le match. Semassi Tambo est obligé de jouer au municipal de Lomé face à FC Espoir du Zio. Charles, juste ces affiches, que dire de manière globale, justement? Non, mais je pense qu'il faut s'attendre plutôt à des réveils, Oui. à un réveil de certains clubs, notamment Gomido, AS OTR et AS Bilan, puisque on a vu comment la saison a démarré avec AS Bilan, où on a cru que c'était juste un mauvais départ, mais ça s'est enlisé. Et maintenant, il y a Théophile Bola qui a pris la reine, qui, dans ses objectifs, est de faire remonter l'équipe au classement. Oui. Il y a Gomido avec Jean-Paul Abalo, qui a eu toute une série de rencontres durant l'intersaison avec les dirigeants, les joueurs et entre staff technique. Pour corriger les choses. Pour corriger les choses. Très Donc, je pense que très rapidement, de ce côté, on va vouloir renverser également le casier. Oui. Et puis, il y a également... il ne faut pas perdre tous les dossiers. Hein. Oh, il faut... et puis, il y a également la SOTR qui a misé sur Justin Hiré parce que on s'est dit que le problème de cette équipe, c'était un tueur qui n'avait pas... Bonne recrue, selon vous? Oui, je pense que c'est vrai. Il y a 3 saisons de cela, 3 ou 4 saisons. Oui. Justin Hiré était meilleur buteur. Exactement. Il est parti tenter sa chance au Maroc. Ça n'a pas marché. Oui. Il était revenu la saison dernière, il était dans l'équipe de l'AC Barracuda. Et puis bon, pour cette première partie du championnat, on ne l'a pas vu. On espère bien qu'il va être à la hauteur des espérances de l'équipe de la SOTR qui aussi espère vraiment quitter cette zone de relégation. Maintenant, on attend la confirmation des clubs comme ASCO, ASK. Et attention, derrière, il y a AC Barracuda, Unisport, et puis Semassi, sur qui on peut toujours compter malgré la suspension. D'accord. Donc voilà en gros ce qui nous attend pour cette phase de retour. Bon, on espère que le gros chat qui est dans votre gorge qui va vous laisser tout à l'heure pour parler justement de ces affiches-là. L'ASK et ASCO attendu dans cette phase de retour. Hein. Très attendu. Ils sont toujours les leaders, les deux leaders. Oui. On espère bien qu'ils vont continuer par mener la danse convenablement et permettre aussi aux autres de pouvoir les suivre. Et, David, avant que vous ne continuiez sur ce match-là, ces matchs de ce week-end, l'ASK joue contre le Dynamique togolais. ASCO va à Gomido. Ce serait, on pourra dire, comment dit-on, voilà, une poursuite, parce que l'un va chercher à écouter ce qui se passe de l'autre côté, parce qu'un faux pas de l'ASK, conjugué à une victoire d'ASCO, ASCO reprend le flambeau. Le souci ici, c'est que la SK reçoit à la maison. Dito, bon, une équipe... C'est gagné d'avance? Pas gagné d'avance, connaissant l'équipe de Dito, c'est le combat, il faut toujours aller bousculer son adversaire et autres. On espère bien suivre un match qui serait acceptable, où il n'y en aura pas trop de gratitude et autres. Je vois que vous souriez. Non, juste surtout quand Dito recrute le préparateur physique comme joueur, attends un peu ce qui va arriver à l'équipe de l'SK. Vraiment, justement sur la recrue... Vous avez compris quelque chose? Il semble qu'il est sorti de la retraite. Hein? Ahadi Amen est sorti de la retraite. L'ancien de Bolesou, non? Oui, capitaine. Capitaine. De Bolesou. Voilà. Aujourd'hui, il rejoint Dito comme joueur. Vous avez des infos? Des infos, bon, juste pour solidifier un tout petit peu le jeu. D'accord. Plus que ce qu'il y avait avant. On connaît parfaitement cette équipe de Dito qui ne laisse rien passer. Et aujourd'hui, avec... un joueur préparateur physique, attention, ça va être encore quelque chose d'excellent. On espère bien avoir un match ASK Dito qui va finir normalement. Sinon, Dito, il ne faut pas qu'ils vont trop dur comme les gens l'ont toujours déploré et qu'ils puissent produire du football et pourquoi pas
soit de revenir avec un match nul. Pourquoi pas. Sur le cas Semassi, qui voit ses matchs délocalisés à Lomé. Bon, pour l'instant, ce match-là de la 14e journée va se jouer à Lomé. C'est une mesure conservatoire prise par la commission des disciplines. Oui. Ben, vous savez, pour certains, ils estiment que Semassi, ils en font de trop, parce que, quoi qu'on dise, ils sont coutumiers du fait. Oui. C'est vrai que c'est sur ces dernières années, sur ces peut-être 5-6 dernières années, Oui. que le public s'est assagi de ce côté. Exactement. Maintenant, pour d'autres, ils estiment que la sanction a été un peu forte et que peut-être un huis clos pour priver les supporters d'aller au stade aurait été mieux. Maintenant, aujourd'hui, Semassi se déplace, tout comme également ses adversaires. Oui. Ça fait plus de moyens à dépenser pour Semassi d'abord, et puis pour les dirigeants des autres clubs qui sont tout proches, notamment Unisport, ASK, ASCO, qui seront obligés de se déplacer, de faire de longues distances. Il faut dire que dans le communiqué sorti, les matchs ont été officiellement délocalisés à Tchéviers. À Tchéviers, effectivement. Voilà. Maintenant, c'est en fonction de la disponibilité aussi de ce stade du terrain de Tchéviers que... Mais tout ça, c'est pour dissuader. Oui, non, mais je pense que c'est une punition. D'accord. C'est normal lorsque dans une compétition, on a mis les garde-fous et que vous arrivez à les déverrouiller, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on vous tape un peu dessus. C'est ce qu'il a fait, c'est un peu dommage. Mais je pense que ce qui est bien avec Semassi, les supporters sont un peu partout. Surtout ça c'est la vérité. Que ce soit à Lomé, ils sont chez eux partout. Ils sont chez eux partout. Puisqu'il y a des zongos, un peu partout. Donc, je pense que ce sera un match qui sera vraiment très enfumé, que ce soit du côté de Semassi et d'Espoir. On rappelle que le match a lieu lundi. Effectivement, puisque déjà, on sait qu'au match aller, Espoir avait battu Semassi 1-0. Et donc, Semassi va vouloir, surtout, ayant renforcer son équipe, va vouloir renverser... Avec ce Marocain qui est arrivé, c'est la curiosité. Non, mais on a déjà vu ça avec Unisport, ça n'a rien donné. Parce que quand vous voyez un peu le parcours du joueur, c'est de la publicité. Oh oui, c'est un joueur qui a été formé au Maroc. Et il a fait la formation des jeunes là-bas. Il a joué 2 clubs de première division avant d'aller en Arabie Saoudite. Donc il a quitté l'Arabie Saoudite pour... le Togo, je pense que c'est juste pour de la visibilité en quelque sorte. Maintenant, s'il arrive à stabiliser le milieu de terrain de Semassi, je pense que ce serait bien pour que Semassi aussi aille titiller ASCO et ASK. Pourquoi pas. On revoit le tableau qui récapitule, en tout cas pour l'instant, on pourra dire les matchs prévus pour la 14e journée. Étoile filante AS Auxerre déjà à suivre ce samedi au municipal de Lomé. Les autres matchs ont lieu dimanche. ASK accueille Dito face à face. Gomido ASCO, l'AS Barracuda accueille l'AS Tambo. L'AS Bina et Unisport sont en déplacement respectivement chez l'entente de l'AS Bolosou. Puis on termine ce calendrier de la 14e journée lundi à partir de 15h. Semassi de Sokodé joue face à l'équipe d'Espoir FC du Zion. Voilà ce qui va mettre fin bien sûr à ce nouveau numéro de Club Sport Santé. On a été très content de vous savoir bien nombreux pour nous suivre. David Oloni, encore une fois, 1000 gratitudes à vous pour être passé sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup et à très bientôt. Chagrin Nesto, merci infiniment. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas eu que du foot, il y a eu du basket. Absolument, absolument. Et on aura plus les prochaines fois, bien sûr, pour faire justement tous les sports sur notre chaîne, parce que nous parlons de toutes les disciplines sportives. Merci également à toute l'équipe, Patrick, Fernand, Sylvain, bien sûr, tous ceux qui ont travaillé autour de cette réalisation, spécialement à Apollinaire. On vous dit, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.